Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, le Soudan du Sud ne dispose plus de parlement. L'institution a été dissoute ce samedi soir par le président Salva Kiir. À la tête de l'Union africaine, le président congolais Félix Tshisekedi était samedi à Khartoum, où il a discuté avec les dirigeants soudanais du méga barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil. Et puis, au moins 15 personnes ont été tuées dans un éboulement de terrain sur une mine d'or près de Sigiri. Sinaman Traoré, un orpailleur burkinabé, a fait état de 2 blessés, secourus par des volontaires. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à tous. Le Soudan du Sud ne dispose plus de parlement. L'institution a été dissoute ce samedi soir par le président Salva Kiir. Cet acte ouvre la voie à l'installation d'un nouveau parlement plus large, dont la composition avait été négociée dans un accord de paix de 2018. Le décret lu samedi soir à la télévision d'État annonçant la dissolution des 2 chambres, l'Assemblée législative nationale de transition et le Conseil des États ne fixent pas de date pour l'entrée en fonction des nouvelles assemblées. Cette reconstitution du Parlement était prévue dans l'accord de paix revitalisé signé en septembre 2018 par les ennemis jurés Salva Kiir et Riek Machar, qui a mis fin à 5 années d'une sanglante guerre civile ayant fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Elle était attendue, cette dissolution, en février 2020, en même temps que la formation du gouvernement d'union nationale, mais elle n'avait jusqu'à présent pas été menée par le président Salva Kiir, malgré les demandes répétées de l'opposition. Selon l'accord de 2018, la nouvelle Assemblée nationale passera de 400 à 550 législateurs, dont 332 seront nommés par Salva Kiir, 128 par Riek Machar et 90 par les autres partis signataires. Le Conseil des États passera, lui, de 50 à 100 membres. L'absence de ce Parlement reconstitué avait été la source de dysfonctionnement dans ce pays fragile, en proie aux violences et à la faim. L'envoyé spécial américain pour le Soudan du Sud, Donald Booth, est attendu dans la capitale Juba pour une visite de 4 jours, a annoncé le département d'État dans un communiqué. L'armée tchadienne a annoncé avoir nettoyé la région du Kanem, située au nord. Le chef d'état-major général des armées a assuré que la situation est revenue à la normale sur le terrain. Comme des trophées de guerre, les soldats sont revenus avec des rebelles capturés et du matériel saisi. Des dizaines de rebelles capturés et du matériel de guerre saisi, voilà le butin présenté à la presse par l'armée tchadienne de retour à N'Djamena, la capitale, après plusieurs jours d'affrontements avec les rebelles, membres du FACT dans la région du Kanem, située au nord. Pour le chef d'état-major général des armées, la situation est revenue à la normale sur le terrain. La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons amené les prisonniers et du matériel. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. À la population, je voudrais dire, soyez tranquille, il n'y a plus rien. Plusieurs centaines de rebelles ont été tués au cours des combats dans l'Ouest, a affirmé le haut gradé. Mais on ne dispose pas pour l'heure de bilan du côté des soldats de l'armée régulière dans ces combats qui ont emporté le président Idriss Déby Itno. Des affrontements avaient opposé depuis mi-avril l'armée au FACT dans cette région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger et à mi-chemin entre le lac Tchad et le Tibesti au nord du Tchad. Le FACT avait promis marcher sur N'Djamena.
2 civils ont été tués et 5 blessés samedi dans le nord du Mali quand leur camion a sauté sur une mine artisanale. Ce sont les dernières victimes en date de ces engins dans ce pays en proie à la violence, ont indiqué l'ONU et des responsables locaux. C'est le deuxième événement meurtrier de ce type en 2 jours. Vendredi, 3 soldats maliens ont trouvé la mort dans l'explosion d'un tel engin au passage de leur convoi de véhicules dans le secteur de Mbouri au centre. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils. Samedi, c'est un camion transportant des travailleurs vers un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Tessalit qui a heurté un engin explosif, a expliqué à un correspondant de l'AFP, Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, dont des casques bleus tchadiens ont porté secours aux victimes. L'explosion s'est produite à proximité du camp de la MINUSMA à Tessalit, a affirmé un notable local joint par l'AFP. Le camion transportait des travailleurs algériens et nigériens, a précisé Ahmed Agoulden, élu d'une localité voisine. Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire et une poussée djihadiste qui se sont propagées du nord au centre du pays, puis du Burkina Faso et au Niger voisin. Les violences djihadistes intercommunautaires ou autres ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré l'intervention de forces onusiennes, africaines et françaises. Aucune sortie de crise n'est en vue. Les mines et les engins explosifs improvisés ont fait 76 morts et 287 blessés en 2020 au Mali, dont presque la moitié étaient des civils, selon un document daté de janvier du Service d'action contre les mines des Nations Unies. L'usage des engins explosifs improvisés a considérablement augmenté depuis fin 2017, surtout dans le centre, un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel, souligne le Service d'action contre les mines des Nations Unies. Les engins explosifs improvisés ont continué à causer de nombreuses pertes en 2021 dans les rangs des forces maliennes et étrangères et parmi les civils. Ce journal se poursuit. Les journalistes travaillant dans plusieurs pays du Sahel font un métier à haut risque. Ils exercent trop souvent la peur au ventre. C'est ce qu'expliquent certains professionnels des médias après la mort de 2 confrères espagnols au Burkina Faso et l'enlèvement d'un journaliste français au Mali. Ces journalistes racontent la difficulté de continuer à informer malgré la propagation djihadiste et les agissements criminels, la quasi-impossibilité d'accéder à de vastes étendues de territoire et à certaines sources, ainsi que les pressions et les intimidations multiples, qu'elles viennent du pouvoir ou d'ailleurs, sans parler du manque de moyens de la profession. Il y a eu des hommes politiques, des journalistes et des prêcheurs qui ont réussi ce type de menaces suite à leurs propos qui défendent par exemple la ligne du gouvernement ou la ligne de la communauté internationale contre le terrorisme. Donc souvent, ces terroristes, ils écoutent et après ils menacent ces personnes qui tiennent ces discours-là. Beaucoup ont quitté la zone parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité. Mais malheureusement, vous voyez, et ça impacte sur le travail même du journaliste. Parce que tu quittes, la radio est abandonnée. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées du fait de l'insécurité. Olivier Dubois, collaborateur de divers médias maliens et français, est apparu mercredi dans une vidéo où il a dit avoir été enlevé début avril à Gao, dans le nord-est du Mali, par un groupe affilié à Al-Qaïda. Il a été vu pour la dernière fois alors qu'il embarquait dans une voiture avec plusieurs hommes. Au Burkina Faso, les reporters espagnols David Berian et Roberto Fraile ont été tués alors qu'ils se trouvaient dans une patrouille anti-Barkhane qui avait été attaquée fin avril par des hommes armés. Leur mort vient encore rappeler combien on peut être exposé dans l'exercice du métier. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, était ce samedi à Khartoum. Il a discuté avec les dirigeants soudanais du méga barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil. Le grand barrage de la Renaissance, construit dans le nord-ouest de l'Éthiopie, est une source de tension entre Addis Abeba, Khartoum et le Caire depuis la pose de la première pierre en 2011.
Le Soudan et surtout l'Égypte en aval du fleuve voient ce barrage comme une menace pour leurs ressources en eau et cherchent à faire pression sur l'Éthiopie pour arriver à un accord légalement contraignant sur le remplissage et la gestion de l'installation. En avril, Kinshasa a accueilli le dernier cycle de négociations entre les trois pays qui n'ont pas abouti. À Khartoum, Félix Tshisekedi a rencontré le président du Conseil souverain en charge de la transition politique, Abdel Fattah al-Burhan, le premier ministre Abdallah Hamdok et la chef de la diplomatie, Mariam Al-Mahdi, a indiqué l'agence officielle SUNA. Les discussions ont principalement porté sur les différends concernant le barrage de la Renaissance entre les trois pays, selon SUNA. Mariam Al-Mahdi a réaffirmé que le Soudan rejetait fermement toute action unilatérale de la part de l'Éthiopie, qui a prévu de poursuivre le remplissage de son barrage en juillet 2021, quoi qu'il arrive. Addis Abeba affirme que ce barrage est vital pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. En 2020, il avait annoncé avoir atteint son premier objectif annuel de remplissage. L'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, également en visite à Khartoum, a abordé cette question avec les dirigeants soudanais, de même que les tensions frontalières entre le Soudan et l'Éthiopie. Pour finir cette édition, au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans un éboulement de terrain sur une mine d'or près de Sigiri. Cet effondrement n'est pas le premier des drames de l'orpaillage clandestin dans le nord-est de la Guinée. C'est une roche en surplomb qui a provoqué l'éboulement dans la localité de Tatakourou en se détachant pour des raisons indéterminées, selon les versions des faits recueillis par téléphone. Ces versions ne font pas apparaître clairement si les victimes ont été écrasées à l'air libre par la roche ou ensevelies dans des galeries par l'éboulement qu'elle a déclenché. Un responsable de la Croix-Rouge, joint sur place et s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a fait état d'au moins 15 morts. Il n'a pas exclu que d'autres orpailleurs soient prisonniers des galeries dont les accès ont été obstrués par l'accident. Sinama Traoré, un orpailleur burkinabé, a fait état de 2 blessés secourus par des volontaires. Cette situation dans les mines de Sigiri nous inquiète et nous interpelle tous. Finalement, les éboulements tuent plus que la pandémie de la COVID-19, a expliqué le capitaine de police Mamadou Niaré, arrivé sur les lieux pour l'enquête. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée, en particulier dans cette région proche du Mali. Parmi une succession d'accidents, au moins 17 orpailleurs clandestins avaient été tués dans des circonstances similaires en février 2019 et une dizaine d'autres encore en novembre 2019 dans le même secteur de Sigiri, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Bien que le sous-sol de la Guinée regorge de minerais, la majorité de la population est confrontée à d'importants problèmes de survie quotidienne. Plus d'un Guinéen sur 2 vit dans la pauvreté selon l'ONU. Mais l'or attire aussi des clandestins du Mali, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.